Je cherche les photos de quand elle est arrivée. Elles sont là quelque part. Je me rappelle, je les ai gardées. Je me suis dit qu'un jour, elle pourra revoir tout cela. Ah voilà. Regarde, ça c'est la photo qui trace le départ de l'avion de Kinshasa. De Kinshasa vers Bruxelles. Ouais. Ouais. C'était le 10 novembre 2015. Ouais. C'était un enfant tout petit qui avait été abandonné dans un marché et qui avait été accompagné par d'autres enfants de rue à l'orphelinat. Donc les enfants ont atterri très très tôt le matin et donc on avait reçu une petite image et la mienne avait ce symbole-là. Donc moi, je l'attendais avec ce symbole-là et elle est arrivée avec ça autour du cou. Elle a été trouvée sur l'échangeur, le plus grand échangeur à Kinshasa. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose, mais en même temps, Kinshasa, c'est tellement grand. Sur les papiers qu'on m'avait donnés, elle avait 5 ans et elle faisait la taille d'une petite fille de 2 ans et demi. Et voilà, donc ça, c'est la tenue avec laquelle elle a atterri en novembre 2015, près de moi. Tu vois, ça, c'est la première fois qu'on l'a pris dans les bras. Avec ses petites chaussures de football. Oui, et son petit jogging. Je l'ai gardé, ce petit jogging rose. Il avait 3 ans et demi, il avait encore un pampers. C'était le grand bonheur, il arrivait finalement. Et puis on a découvert toute cette histoire dramatique qui est l'histoire de Thérèse. Lorsque nous rencontrons Anya et Thérèse pour la première fois, ce sont des ados. Des jeunes filles bien dans leur basket, dans leur époque et dans leur famille. Pour la première fois, leurs parents adoptifs acceptent de dévoiler l'impensable histoire de leur fille. Avoir été volée comme du bétail va laisser une marque en elle qui est indélébile. Elles ont d'autres parents, ailleurs. Tous les jours, je pense à ma fille. Depuis qu'elle est partie, je ne l'ai plus jamais revue. Je n'ai plus qu'une seule photo d'elle. Quel sera l'avenir de ses parents et de ses enfants dont on a volé le destin et pour qui désormais tout est à reconstruire? Plus ou moins 1 an après l'arrivée de Thérèse en novembre 2015, en novembre 2016, on est appelé par le parquet fédéral. On nous dit que les enfants ont été volés à leur famille, qu'ils ne sont pas adoptables, qu'il y a un trafic d'enfants, que clairement les familles n'ont pas donné ces enfants à l'adoption. On nous explique que, assez logiquement, l'adoption devrait être cassée. On ne sait pas très bien comment ça va se passer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Surtout que dans notre cas, il y avait tout pour qu'on n'y arrive pas à ce point-là. Notre enquête commence avec ces images tournées en 2013. Aux portes d'un orphelinat de Kinshasa au nom évocateur, Tumaini, qui signifie espoir en swahili. Evelyne Uytebroek est alors ministre de l'aide à la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sa visite très officielle à l'orphelinat Tumaini, c'est l'occasion de braquer les projecteurs sur un tout nouveau partenariat entre le Congo et la Belgique. On est venu rencontrer l'association Tumaini avec qui on travaille maintenant depuis 1 an, puisque
entre la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique et ici, cette association. Nous travaillons sur l'adoption, sur les questions d'adoption. Je vois ces enfants, je les vois vraiment bien traités, je vois qu'il y a vraiment des critères, je vois qu'il y a un... Donc, à ce moment-là, vraiment, effectivement, j'ai les assurances que les choses peuvent bien se passer. Présents aussi, les acteurs incontournables de la procédure d'adoption en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une procédure très codée, avec l'incontournable ACC tout d'abord, l'autorité centrale communautaire, point d'entrée obligatoire pour tous les projets d'adoption. Mais aussi l'organisme d'adoption agréé, intermédiaire entre l'orphelinat et les candidats à l'adoption. Ce sont des ASBL validés et contrôlés par l'ACC. Ce sont eux qui ont préparé le terrain. Un travail de longue haleine pour encadrer au mieux le projet. Ce n'est pas du jour au lendemain où on se dit on va travailler demain, tiens, ça se passe bien avec le Congo, on va faire avec le Congo, ça fait des années qu'on n'a pas travaillé avec eux. Ça se fait pas évidemment comme ça prend des années. Nous mettons sur pied une sorte de comité d'experts pour voir si toutes les conditions sont réunies. Donc ça prend quand même en général au moins 3 ans avant de se dire ok, on peut y aller pour débuter des adoptions avec ce pays-là. Ce jour-là, Madame la ministre va rencontrer pour la première fois l'atout majeur de cette collaboration, la directrice de l'orphelinat, Julienne Mpemba. Une femme qui en impose, intelligente et qui maîtrise sa communication. C'est d'ailleurs elle qui nous a envoyé ces images. Il y a les enfants qui arrivent au sein de l'orphelinat qui sont placés soit par les assistants sociaux de commune, soit par le tribunal de l'enfant. En fait, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les enfants puissent vivre ici chez nous dans des conditions acceptables. C'est quelqu'un qui est à la fois d'origine congolaise mais belge aussi, qui travaille dans l'administration wallonne depuis des années, qui a même été sur certaines listes électorales. Donc je n'ai pas de doute effectivement sur la crédibilité de cette association quand on lance donc la collaboration. Le Congo et la Belgique valident alors 28 dossiers d'adoption. Bientôt, les premières familles pourront venir ici chercher leur enfant. Mais en septembre 2013, un premier coup de tonnerre assombrit ce ciel pourtant annoncé sans nuages. Joseph Kabila, alors président tout-puissant de la République démocratique du Congo, décrète un moratoire qui gèle toutes les adoptions internationales. Résultat, 6 familles belges se retrouvent bloquées avec l'enfant qu'elles viennent d'adopter. Des mois de négociations seront nécessaires avant qu'elles ne puissent sortir du pays. Le jour vient de se lever et pour ces enfants, il marque le départ d'une nouvelle vie. Après plus de 6 mois de blocage à l'ambassade belge de Kinshasa, la Belgique devient enfin leur nouvelle terre d'accueil. Mais que faire pour les autres dossiers d'adoption enclenchés? Il en reste 11, dont celui des filles d'Irène, Sébastien et de Raphaël. Décision est prise de continuer et de négocier la sortie des enfants, malgré le moratoire. On ne savait pas combien de temps ça allait durer et on avait les assurances qu'on allait en tout cas continuer les pourparlers avec le Congo. De ce qu'on me dit du côté de l'administration, il y avait déjà tout un travail qui avait été fait et certaines assurances. Et donc, ils ont pris la décision de ne pas bloquer effectivement ces familles-là. Mais l'horizon ne va pas se dégager. Tandis que le moratoire s'installe pour durer, un deuxième coup de tonnerre s'annonce. Il vise cette fois l'orphelinat Tumaini avec des soupçons de trafic d'enfants. Pour mieux comprendre ce qui se joue à ce moment précis, nous partons vers Kinshasa. La capitale de la République démocratique du Congo et ses 17 millions d'habitants, en tout cas une estimation. Ici, impossible d'ignorer ceux qu'on appelle les enfants des rues, des enfants livrés à leur sort. Pas de chiffre officiel pour eux non plus. Ici, la pauvreté, c'est une réalité. Elle implique une lutte permanente contre tous les abus, tous les trafics. Notre premier rendez-vous est fixé ici, dans ce quartier populaire de Matangé.
avec les Amis de Nelson Mandela, une des plus anciennes associations de défense des droits humains. Un bon enquêteur, comme nous le disons toujours, il faut avoir des grandes oreilles et une très petite bouche. Vous n'allez ouvrir votre bouche que pour poser des questions précises, mais il faut beaucoup plus entendre. Des méthodes dont s'abreuvent ces jeunes étudiants. Il faut dire que Papa Franck, comme on l'appelle ici, en a connu des situations depuis 30 ans. Des tentatives de corruption aux enlèvements d'enfants, il connaît toutes les ficelles. Il faut vraiment prêter attention surtout aux entourages, à votre entourage, parce que ça peut arriver que la personne que vous cherchez peut être là. Peut être là. Il ne faut pas non plus lui donner des indices. Il faut avoir confiance à personne, sauf à vous-même. Les enlèvements, malheureusement, c'est une réalité. C'est une réalité que nous avons vécue nous-mêmes ici. Et nous avons mené des enquêtes là-dessus. Nous avons trouvé les gens même qui volaient les enfants. Nous avons trouvé les maisons qui gardaient ces enfants volés. On nous a même donné des prix. Les enfants de 3 ans coûtaient aux environs de 3 000 €. Et ceux qui ne savaient pas encore parler ou marcher coûtaient dans les 7 000 €. Si nous venons les rencontrer, c'est parce qu'avant tout le monde, ils ont dénoncé des pratiques jugées douteuses de l'orphelinat Tumaini. Dans ce rapport d'enquête publié en décembre 2013, ils font clairement le lien entre l'orphelinat et un voleur d'enfants, un certain Rambo. Rambo, le premier jour quand on l'avait arrêté, il a reconnu que c'est lui qui avait pris ces enfants-là. On lui a posé la question, où est-ce qu'il a amené ses enfants? Il a cité l'orphelinat Tumaini. Il a cité l'orphelinat Tumaini. Pour cet homme d'expérience, pas de doute, les témoignages concordent. Il va même plus loin en pointant la responsabilité de la directrice de l'orphelinat. Elle était parfaitement au courant. Elle nous a appelés, c'était pour nous dire, de dédire ce que nous avons écrit dans le rapport. Ce sont des investigations que nous avons faites, ce sont les éléments que nous avons obtenus sur le terrain après avoir enquêté. Donc, nous ne pouvons pas nous dédire. Il nous raconte alors qu'il y aura des tentatives d'intimidation, mais que rien ne l'arrêtera. Il fera circuler ces informations. Nous l'avons remis à l'ambassade de la Belgique. Ce que vous dites, c'est que l'ambassade de Belgique a lu les flashs faux. Moi, je vous l'ai dit parce que c'est moi-même qui était allé déposer ça. Julienne Mpemba, personne ne vous a jamais dit qu'elle était connue dans le milieu de l'adoption. En tout cas, même pas nous appeler pour nous dire, voilà, venez nous donner des informations supplémentaires, non. Cet homme engagé n'apprendra que 3 ans plus tard que son travail n'a pas été inutile et que l'ambassade a bien fait suivre ces infos en direction de la Fédération Wallonie-Bruxelles sans provoquer le moindre émoi. Au contraire, quand des parents découvrent par hasard l'existence de ces soupçons via Internet, le directeur de l'adoption répond qu'il était déjà au courant depuis plusieurs mois, mais pas inquiet. Nous avions alors obtenu suffisamment d'éléments nous permettant de considérer cette information comme erronée et malveillante, sur base de quoi nous avons maintenu notre confiance envers Madame Mpemba, confiance que nous réitérons encore aujourd'hui. Sur quelle base ces informations ont-elles été jugées malveillantes et erronées? Quelles assurances ont été estimées suffisamment convaincantes pour maintenir la confiance en cette partenaire? L'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne répondra à aucune de ces questions. C'est donc encore leur ministre de tutelle de l'époque qui s'y colle. Elle dit n'avoir jamais été au courant de ces soupçons, mais assume les choix de son administration. C'est une décision qui est prise à ce moment-là par celles et ceux qui ont eu vent de cette information. Nous travaillons avec des enfants qui sont en attente, avec des parents qui sont en attente. Nous avons toutes les assurances par rapport à toutes les inspections qui ont été faites, que ces enfants-là sont au bout, nous les poursuivons. On sait aujourd'hui que l'un des petits garçons volés par ce fameux Rambo a été adopté en Belgique via l'orphelinat Tumaini. Son dossier parle pourtant d'un enfant abandonné dans un buisson. Marc a 12 ans aujourd'hui. Ses parents n'ont pas souhaité nous rencontrer et ont préféré laisser leur avocat témoigner de leur détresse. La vie a été très heureuse jusqu'au jour où ils ont été convoqués par la police judiciaire qui souhaitait les auditionner.
Donc c'est comme ça qu'ils vont découvrir effectivement ce qui se passe. Donc ça c'est évidemment un moment qui est pénible et ils le portent au quotidien évidemment. Reprenons l'histoire de Sébastien, d'Irène et de Raphaël, là où nous l'avions laissé, juste après le coup de fil du parquet fédéral. Il faut alors emmener les enfants devant les enquêteurs pour une ultime vérification. Thérèse et Ania sont auditionnées. Elles n'ont alors que 4 et 5 ans. Ma fille ne veut pas être auditionnée sans ma présence. Donc on lui montre des photos. Elle se cache de ces photos-là. Il y a des assistants sociaux qui étaient là, avec les magistrats, et qui disent qu'ils sont prêts à nous écouter si on a besoin de soutien. Et puis on est invité à faire un test ADN. Un test a été fait sur les parents et il y a une ressemblance extrêmement forte, donc il n'y a pas eu de doute. Voilà, la réalité nous tombe dessus, et à savoir que ma fille a des parents biologiques qui l'attendent et qui ne l'ont pas mis à l'adoption. C'est extrêmement compliqué, évidemment, parce que, je veux dire, Thérèse est là depuis 1 an, on a construit un rapport fort avec elle, donc un monde s'effondre. Les parents se sentent floués. Eux, qui ont suivi toutes les strictes étapes légales en matière d'adoption, les formations, les enquêtes sociales et psychologiques. Eux qui ont reçu un jugement du tribunal de la famille les autorisant à adopter. Eux dont toutes les démarches ont été encadrées par un organisme d'adoption agréé. Vous avez tout fait dans les règles? Ouais, absolument tout. Non, bien sûr, ça, on a respecté toutes les procédures, on a fait tout ce qu'il fallait. Je veux dire, on est à 100% innocent, mais malgré tout, il y a ce sentiment d'être parfois un peu illégitime ou d'avoir été mis dans cette situation qu'on n'a pas envie. J'avais une confiance assez aveugle dans les institutions. Les parents revisionnent alors en boucle les images de cette première année passée avec leur fille et revisitent le moindre signe. Moi, je me rappelle que je la mettais au lit, je la couchais au lit, je lui montrais donc les photos de l'orphelinat en disant voilà, elle va s'épaiser, elle va voir de visages qu'elle connaît. Et là, je réalise, dans les trop peu de paroles qu'elle disait, que Thérèse, elle connaissait personne de l'orphelinat. Et je disais à mon époux, mais comment c'est possible? Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle était très en colère et on ne savait pas pourquoi elle était très en colère. Mais bien évidemment, après, on s'est l'expliqué. Elle a été volée 6 mois avant à sa famille aimante. Raphaël doit elle aussi se confronter à cette réalité. Sa fille avait emmené avec elle des souvenirs très précis de sa vie d'avant. Très vite, dès qu'elle a pu parler, elle m'a dit maman, et encore, parce qu'elle a mis du temps à me nommer. À un certain moment, elle a pu me dire maman, mais tout en me disant mais j'ai déjà une maman. Et elle me l'a nommée. Elle m'a donné un prénom. Et donc je lui ai dit à un certain moment, je lui ai dit mais tu sais, je pense pas que c'est ta maman telle qu'elle, mais que pour moi, c'était une nounou qui avait su prendre ce rôle-là et qui avait pris soin d'elle. C'est violent quand même, d'avoir tout eu en main et ne pas avoir pu faire quelque chose. Nous décidons de repartir sur le continent africain pour rencontrer les parents biologiques de Thérèse et d'Ania. Cette fois, nous atterrissons à Guémena, l'une des régions les plus pauvres de la République démocratique du Congo. Ici, c'est la rue principale, là où se concentre toute l'animation de la ville. Les enfants sont présents partout. Du vendeur d'eau, trop content d'avoir réussi à empocher quelques francs, à la simple observatrice du temps qui passe. Nous allons emprunter une piste au milieu des plantations de palmiers, où seules les motos réussissent à circuler. Voilà, c'est ici, sur cette terre ocre, que Thérèse et Ania ont vu le jour.
Ania s'appelait encore Samira et Thérèse, c'était Zakietou. Elles sont cousines, elles ont été élevées ensemble, elles ont été enlevées ensemble. Je m'appelle Webina Kitambo, maman Fifi. J'avais 4 enfants, mais l'un d'eux est décédé. Maintenant, je ne vis plus qu'avec 2, car la 3e, c'est celle qui est partie, là-bas. Je pense à ma fille tous les jours. Depuis qu'elle est partie, je ne l'ai plus revue. Et il ne me reste qu'une seule photo d'elle. Elle s'appelle Zakietou. Le 11 janvier 2012. Elle est née le 11 janvier 2012 à Bangui. Je me souviens, elle mangeait beaucoup, plus que tous mes autres enfants. C'était aussi une fille très intelligente. C'est le seul vêtement qu'il me reste d'elle. On nous guide alors vers cette échoppe. C'est là que nous allons découvrir la maman de celle qui a été rebaptisée Ania en Belgique. Je m'appelle Françoise, je suis la maman de Samira, j'habite à Guémena. Cela a été un choc énorme pour mon cœur de ne plus voir ma fille. C'était pareil pour toute la famille et toute la communauté. Le papa de Samira est tailleur. C'est avec fierté qu'il se souvient lui avoir confectionné une jolie robe pour le voyage. Regardez, la robe qu'elle a sur cette photo, c'était la robe qu'elle avait le jour de son départ. Je l'avais cousue pour elle. Et cette photo, on l'avait prise là-bas, sur la pelouse, près de la montagne. Si nous sommes venus jusqu'ici, c'est pour comprendre dans quelles circonstances des fillettes de 3 et 4 ans sont montées dans un avion en direction de Kinshasa. L'origine, c'est une proposition de l'oncle de Samira et de Zakietou. Il travaille alors pour une association caritative qui lui offre la possibilité d'emmener des enfants pour une sorte de colonie de vacances à la capitale. Il a emmené avec lui 4 enfants de notre famille. Il y avait 3 filles et un garçon. Il nous a dit qu'il ne resterait que 2 semaines et qu'ensuite, il serait de retour. Le déplacement est encadré par ce membre de la famille et donc personne ne va hésiter. Si ce n'avait pas été mon frère, mais une autre personne, jamais je n'aurais accepté de lui confier ma fille. Nous sommes tous de la même famille, nous sommes des proches, nous vivons tous les uns près des autres. Et donc nous lui avons fait confiance parce qu'il faisait partie de la famille. Après leur départ, nous avons attendu 2 semaines, 1 mois, et puis la fin des congés, espérant que les enfants rentrent, mais ils ne rentraient toujours pas. Puis on a attendu 1 année, 2 années, et aujourd'hui on attend toujours. Les gens nous disaient que mon enfant était déjà mort, que je ne le reverrais plus jamais, que l'on ne pourrait jamais savoir l'endroit où il se trouve, que son oncle l'avait vendu et que c'était fini. On recevait énormément de messages de ce genre. Les parents nous expliquent combien les rumeurs et les soupçons vont polluer la vie et briser leur couple. Ma famille pensait que c'était moi qui avais utilisé les filles, que je les avais emmenées dans des hôtels pour les offrir à des hommes, ou encore pour vendre leurs organes. Ça fait mal d'entendre ces choses. Tu pourrais encore dormir, toi, si on te disait des choses comme ça ? À l'infirmerie du village, nous rencontrons le papa de Jacques, le seul garçon de la bande parti à la capitale. Dieu merci, c'est le nom de celui à qui on a confié les enfants pour aller à Kinshasa. Il travaille dans une ONG, pas loin d'ici. Avec lui, nous étions certains que rien ne pouvait arriver à nos enfants. Quand nous avons réussi à contacter Dieu merci à Kinshasa, il nous a dit qu'il n'avait plus les enfants entre ses mains. Les enfants maintenant sont détournés entre ses mains. Le délai prévu était déjà dépassé depuis longtemps. Normalement, il ne devait rester que 2 semaines à Kinshasa. Alors finalement, on a réussi à contacter mon petit frère pour avoir des nouvelles et pour savoir quand les enfants allaient rentrer.
Cela a été compliqué, mais il finira par nous dire que les enfants n'étaient plus à Kinshasa, mais en Europe. Ils avaient été envoyés là-bas, à l'adoption, par une certaine Julienne Mpemba. Aujourd'hui, cela fait 8 ans que Samira et Zakietou ont quitté leur terre natale. Voici ma cadette. Elle est née après Zakietou et elle ne connaît sa sœur qu'à travers son histoire, puisqu'elle est venue au monde après son départ. Elle s'appelle Farida. Elle, c'est Mariam, c'est mon aînée. Mais elle n'a aucun souvenir de Zakietou. Je pense beaucoup à ma fille, c'est normal comme toute mère. Mais maintenant, j'ai eu de ses nouvelles. Je sais qu'elle va bien, alors même si je souffre, je me dis que finalement, l'essentiel, c'est qu'elle soit bien. Nous retournons à Kinshasa avec un objectif. Parler à ce frère, cet oncle, cet ami qui a emmené ses enfants avec lui. Nous allons le retrouver dans cette église évangélique, l'une des plus fréquentées de la capitale. Au premier rang, le voici, Dieu merci, Kitambo. Aujourd'hui, il vit à Kinshasa. Et c'est un jeune homme sûr de lui qui nous parle de l'association où tout a commencé. L'association s'appelle Les Amis de la Paix, Planète Gion. Et elle a pour mission de protéger les enfants en situation difficile. C'est à Guémena. À l'époque, ils étaient au nombre de 32 enfants. Depuis son voyage sans retour, le jeune homme n'a de cesse de répéter son récit. Celui d'un piège qui lui aurait été tendu par une certaine Julienne Mpemba. Elle s'est présentée comme une dame passionnée, avec l'amour, elle protège, elle prend en charge les enfants démunis. Et c'est comme ça que les enfants ont quitté Guémena pour arriver à Kinshasa, en vue de rencontrer Julienne Mpemba pour passer leurs vacances à Kinshasa. Ça nous semblait normal parce que la façon où elle a utilisé, ça ne montrait pas qu'elle a une malétation derrière. Elle paye les billets pour les enfants. Comme ça, les enfants quittent Guémena pour venir à Kinshasa. Et elle avait envoyé aussi l'argent pour acheter les habits pour les enfants. Il y a des photos avec les habits, les nouvelles habits que Julien Mpemba avait achetés. Oui. Dieu merci explique avoir conduit les 3 petites filles et le jeune garçon jusqu'à l'orphelinat Toumaini pour y être hébergés pendant les 2 semaines prévues. Mais au moment de repartir, le jeune homme aurait été systématiquement refoulé. Il n'y avait pas accès à l'orphelinat, il refusait de me recevoir. Et il refusait même appel téléphonique, il ne me prenait pas tout ça. Et c'était vraiment une émotion négative. C'était compliqué à ce moment-là, très compliqué. Il sera alors mis sous pression par les parents de Guémena qui multiplient les démarches pour retrouver leurs enfants. Mais Dieu merci explique avoir trouvé sa porte de salut en entendant ceci. Parole aux auditeurs. Une émission diffusée sur les ondes d'une radio indépendante dont nous nous sommes procuré un extrait. Et voilà, nous avons Paul Kabeya, secrétaire exécutif du RODESIC, un réseau d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne. Vous êtes ici à Kinshasa. L'invité ce jour-là était donc le responsable de cette association de défense des droits humains, RODESIC. Ici, les moyens manquent, c'est évident, mais pas l'expertise ni le travail. Dans la chaleur étouffante de son bureau, Paul Kabeya nous raconte l'impact de son passage radio. J'ai martelé sur le fait qu'il y avait une forme de trafic humain sous le label d'adoption internationale. On arrivait à faire adopter certains enfants avec des faux vrais papiers.
Dieu merci qu'Itambo suivait aussi la radio. Il a retrouvé dans mes propos ce que lui-même a vécu. Paul Kabeya comprend alors tout de suite ce qui se trame. Et la recherche des 4 enfants passera à la vitesse supérieure. Maintenant, à gauche, hein. Nous étions venus ici. Ici, le bâtiment. C'est le bâtiment ici, oui. Ah oui, d'accord. Le bâtiment ici de la police provinciale. C'est là où nous avons déposé la plainte contre Julien Mpemba. Et la police avait organisé une raid pour récupérer les enfants. Quand nous sommes arrivés à l'orphelinat avec la police, on va rendre compte que les enfants ne sont plus là. La police ne retrouvera que Jacques. Lui, c'est Jacques Poumalé, cet enfant de 6 ans rescapé du trafic. Jacques devra attendre plusieurs années avant de revoir sa famille, car aucun moyen financier ne permettra son rapatriement. C'est l'association Rodesic qui va s'occuper de lui. Du haut de ses 6 ans, le petit garçon va alors commencer à parler de ses 3 amies de Guéména. Elle serait partie vers un aéroport en direction de l'Europe. Nous avons écrit à toutes les institutions possibles qui peuvent être intéressées. À l'époque, j'ai adressé la lettre au bureau du président Joseph Kabila, j'ai adressé la lettre au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, à l'ambassade de la Belgique, parce qu'il y avait beaucoup de soupçons que les enfants se trouveraient là-bas. Mais curieusement, silence radio. Silence radio. Ce que Paul Kabeya ignore, c'est que son courrier est sur le point de provoquer un raz-de-marée en Belgique. Ce dont il est persuadé, par contre, c'est qu'il a bien mis le doigt sur un trafic d'enfants. Les trafics s'opèrent bien dans les milieux pauvres parce qu'on sait que ce sont les sans-voix, il n'y aura personne qui viendra parler. Et il faut dire que nous n'avons pas à tout moment les moyens qu'il nous faut. Il y a des cas qu'on peut mener jusqu'à fond et obtenir de très bons résultats, mais que nous ne savons pas les faire. À 9000 km de là, le courrier de Rodesic va bel et bien atteindre son but et atterrir à Bruxelles, sur le bureau du parquet fédéral, en faisant l'effet d'une bombe. Car dans ces cartons, il existe déjà une plainte contre Julien Mpemba. Une plainte pour prise d'otage provenant du ministère des Affaires étrangères belge. Elle date du 5 novembre 2015, soit 5 jours avant le départ de Thérèse et Anya vers la Belgique. Ce jour-là, le Congo autorise enfin le départ des 11 enfants, mais ils sont introuvables. Je n'oublierai jamais, j'étais au téléphone à ces moments-là avec le ministère des Affaires étrangères qui me disait ils sont en train de rentrer dans l'appartement de la madame, on va voir les enfants, ils doivent être là, etc. Et puis tout d'un coup, ils sont pas là, les enfants ils sont pas là. Le 5 novembre, la directrice disparaît avec les enfants. À l'époque, c'est Rachid Madran qui gère ce dossier. C'est lui qui succède à Evelyne Uijtebroek à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pourquoi elle disparaît avec les enfants ? Parce qu'elle dit, oui, il y a, évidemment, comme il y a eu le moratoire, les enfants sont restés plus longtemps dans l'orphelinat, et elle considère que, oui, il manque des sous, j'ai besoin de moyens, certains parents n'ont pas payé tout ce qu'il fallait payer, etc., etc. Réunion de crise est organisée le 5. Il est convenu durant cette réunion que la communauté française, donc nous, on financerait le solde, mais on ne le donne pas à la directrice, on le donne à l'organisme agréé d'adoption. On parle à ce moment-là d'un montant entre un peu plus de 20 000 euros. Et les affaires étrangères déposent plainte. On dépose plainte contre la directrice de l'orphelinat pour enlèvement d'enfants. Et évidemment, très vite, les autorités congolaises retrouvent les enfants et 5 jours après, les enfants arrivent en Belgique. Julien Mpemba sera détenu 48 heures à Kinshasa suite à cet épisode. Une détention qui, vous le verrez, va avoir toute son importance dans la suite de cette affaire. La lettre venue de l'association Rodesic ajoute donc un dossier trafic d'enfants à celui de prise d'otage. Julien Mpemba est alors inculpé dans 5 dossiers, dont ceux de Thérèse, d'Anya
et de la troisième fillette venue de Guéména, mais aussi dans celui de Marc, le bébé volé en 2013. Elle est placée en détention préventive. Elle va y rester presque 2 ans, jusqu'en septembre 2019. Elle se dit innocente. Elle ne dit pas, le cas échéant, qu'elle n'a pas été fautive, qu'elle n'a pas été suffisamment attentive, mais elle conteste absolument l'étiquette de délinquante, et de délinquante grave, qu'on essaye de lui accoler. Les avocats de Julienne Mpemba nous l'ont dit, ils ne souhaitent pas que leur cliente réponde à nos questions. Mais une fois informée de nos démarches, elle va se manifester. Allô ? Oui, bonjour Madame Mpemba, Malika Attar. Elle se trouve en voyage à Kinshasa et nous explique son sentiment d'être muselée par la presse belge. À l'issue de la conversation, elle accepte donc logiquement notre demande d'interview. Un premier rendez-vous est fixé, puis 2 autres. Finalement, elle reviendra sur sa décision. Nous pouvons quand même lui donner la parole via une interview accordée à un média congolais il y a 2 ans. Elle y dénonce notamment les propos de Dieu Merci Kitambo, qu'elle accuse d'avoir menti à propos des enfants de Guéména. Ce garçon-là a juré que ces 4 enfants-là étaient complètement des orphelins. Je lui ai dit, je veux bien les faire soigner à Kinshasa parce qu'ils étaient malades, mais c'était des enfants qui ne pouvaient pas entrer dans la filière adoption. Parce que ce ne sont pas des enfants qui m'ont été amenés par les assistants sociaux de Kinshasa. Ces enfants-là vivaient à l'orphelinat, étaient élevés à l'orphelinat. Donc tout ce que ce garçon-là dit, c'est faux. Julienne Mpemba va plus loin. Si ces 3 filles se retrouvent aujourd'hui adoptées en Belgique, c'est parce que l'ambassadeur belge à Kinshasa se serait trompé d'enfant. Pendant mon arrestation, parce qu'ils m'ont arrêté 48 heures à Kinshasa, les Belges ont pris les enfants. C'est donc cette arrestation qui aujourd'hui est une des pièces centrales de sa défense. C'est pas elle qui a dit prenez ceux-là ou ceux-là ou ceux-là. C'est voilà, ce sont les autorités de l'ambassade qui ont fait ce choix. L'ambassadeur de l'époque a-t-il pu se tromper et embarquer 3 autres petites filles ? Nous lui avons évidemment posé la question. Sa réponse tient en 2 mots. Aucun commentaire. Une chose est certaine, ces 3 fillettes étaient bien celles attendues à l'aéroport par leurs parents belges. Après l'explication avancée pour les enfants de Guéména, restent 2 autres dossiers. Cette fois, les avocats de la directrice vont pointer la responsabilité des assistants sociaux de Kinshasa. Ce n'est pas Madame Mpemba qui court la nuit, les rues pour trouver des enfants, soyons sérieux. En réalité, ces enfants lui sont amenés par des assistants sociaux des diverses communes qui composent Kinshasa. Alors, quelle possibilité Madame Mpemba a-t-elle de vérifier les informations qui lui sont données ? En réalité, aucune. Aucune. Ce sont des affirmations qui sont posées et les papiers qui accompagnent l'enfant, ce n'est pas Madame Mpemba qui les établit. L'ambassade se trompe d'enfants, les assistants sociaux qui déposent les dossiers, malheureusement, ne font pas correctement leur travail. Madame Mpemba n'a pas de chance. Oui, je le confesse. C'est triste pour elle, mais c'est un peu aussi un statut de lampiste, finalement, qu'elle va devoir assumer. En 2019, cette enquête va connaître un nouveau rebondissement. Avec l'inculpation de tous les acteurs de cette chaîne d'adoption. Motif : non-assistance à personne en danger. Un bras de fer judiciaire s'installe. Il va durer 3 ans, jusqu'à cette ultime audience devant la Chambre des mises en accusation de Liège. Nous sommes en septembre 2022.
L'enjeu de cette audience aujourd'hui est que nous ne soyons pas uniquement confrontés à une personne qui a chapeauté, je dirais, tous ces enlèvements et qui a organisé cette situation, mais que les responsables belges qui travaillaient au sein des différentes structures, que ce soit la Fédération Wallonie-Bruxelles ou aussi des ASBL qui ont permis effectivement d'adopter, soient mis face à leurs responsabilités et déférés devant le tribunal correctionnel. Nos caméras ne sont pas les bienvenues. Aucune image, aucun commentaire. Dans le couloir, le directeur de l'autorité communautaire de l'époque, les 2 directrices de l'organisme d'adoption, mais aussi une professeure d'université namuroise, cofondatrice avec Julienne Mpemba de l'ASBL Toumaïni, et même un chef de cabinet ministériel. Les thèses s'affrontent une ultime fois. Il leur reproche d'avoir consciemment ne pas secouru ces enfants alors qu'ils savaient, c'est en tout cas la thèse, que le risque qu'ils s'étaient enlevés ou qu'ils le seraient bientôt était majeur. Ce qui s'est passé avant tout est dramatique, évidemment. Mais par contre, il n'y a pas, dans le chef de ces personnes, d'abstention volontaire de porter secours à ces enfants. On leur a dit, ne vous inquiétez pas, les enfants vont bien. Et à ce moment-là, les enfants vont tellement bien que l'enfant qui revenait effectivement à la famille que je représente n'était même pas encore dans l'orphelinat, puisqu'il n'avait même pas encore été enlevé. Humainement, on ne peut pas reprocher à des personnes qui ont travaillé avec beaucoup de bonne volonté d'avoir prétendument su que ces enfants étaient enlevés et exprès de n'avoir rien dit et pas réagi. C'est inimaginable. Et puis c'est tout simplement faux. Mais je crois qu'on arrivera à faire reconnaître que la communauté française et ses fonctionnaires ont été lamentables. Et qu'aujourd'hui ils sont, je n'hésite pas à le dire, très lâches de ne pas reconnaître leurs erreurs. Mais pour nos clients, ça n'a aucun sens d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel. La chambre des mises en accusation a tranché. Aucune faute n'a été commise sciemment, ni dans le but de nuire. L'infraction de non-assistance à personne en danger n'est pas retenue. C'est un non-lieu général pour ceux qui ont accueilli, accompagné, facilité, guidé les parents belges dans leur démarche d'adoption au Congo. Julienne Mpemba se présentera donc seule devant le tribunal correctionnel. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a qu'une seule responsable. Or, pour moi, clairement, si toutes les autres personnes avaient fait leur boulot à leur niveau, ce ne serait pas arrivé. C'est comme si moi, j'avais adopté avec la directrice de l'orphelinat. Et personne d'autre. Cette décision judiciaire, Irène et Sébastien n'arrivent pas à l'accepter. Ils décident alors de nous montrer les photos qu'ils ont reçues l'année précédant l'arrivée de Thérèse. Aucune n'est identique. Et ça, c'est celle que la communauté française qui a fait une mission sur place, elle nous a donnée. Donc, c'est clair que cette fille-là, elle est la même de novembre, mais elle n'est pas la même de l'attribution de septembre 2013. Mais on voit vraiment clairement qu'elle est beaucoup trop grande. C'est pas possible qu'en 2 ans, cette Thérèse soit devenue cette Thérèse-là. Ces photos devraient pourtant représenter la même petite fille, celle que l'organisme d'adoption leur a apparentée au début de la procédure. Cette fille, elle a l'air d'avoir 3 ans, 4 ans même. On ne comprenait pas trop, on ne la reconnaissait pas trop. Ils nous ont dit, on a fait une enquête, on s'est rendu compte que dans l'orphelinat, il y avait une grande et une petite Thérèse. Donc finalement, ils se sont trompés à prendre les photos, ils ont pris les photos de la grande Thérèse, mais votre enfant, c'est la petite Thérèse. Tout d'un coup, on vous dit, voilà, mais finalement, vous avez fait un attachement à cet enfant-là, mais vous l'oubliez maintenant. Et ça, c'est votre nouveau enfant. Et voilà. J'arrivais pas à arrêter de pleurer. Vraiment pas. Et maintenant, même en parlant, je veux dire, j'ai les frissons, quoi. Pour Raphaël, c'est le même constat quand la deuxième photo arrive enfin. La deuxième photo, ça ne correspond plus du tout à l'enfant de ma première photo, à ma fille. Là, j'interpelle, je demande, mais c'est qui la petite fille qu'on me présente là? On me dit, mais c'est votre enfant. Vous la reconnaissez pas parce que vous savez pas la reconnaître, vous êtes dans l'émotion. Au même moment, on me dit, si vous voulez, vous pouvez arrêter la procédure. Donc, c'est absurde. Enfin, c'est. En fait, vous aviez raison. Oui. Et ça, vous le saurez quand?
en mai, à la 5e photo. Vous allez recevoir 5 photos? 5 photos d'enfants différents, oui. Sur le 5e cliché, il s'agira bien d'Ania. Mais alors, qui sont et où sont les enfants des autres photos? Personne ne le sait. Enfin, on parle pas de pommes, on parle pas d'un puzzle, on parle d'enfants. À partir du moment où il y a quelque chose qui va pas, pour moi, ça aurait été logique, on arrête, on met une pause, on éclaircit ça et puis on continue. Ça n'a pas été fait comme ça. Pourquoi ne pas avoir marqué cette pause? L'organisme d'adoption, véritable interface entre l'orphelinat congolais et les parents, n'a pas accepté de répondre à nos questions. Et c'est toujours no comment du côté de l'autorité communautaire. Retour donc chez l'ancien ministre de l'Aide à la jeunesse. On n'est pas resté inactif. Dès qu'il y a un doute, on envoie un fonctionnaire sur place qui vérifie, qui nous dit confusion de photos, pas de problème sur les identités. Qui lui dit à ce fonctionnaire, voilà les enfants. C'est pas lui qui arrive à l'orphelinat qui dit bon, je vais faire des photos. Il se rend à l'orphelinat et les responsables de l'orphelinat lui disent voilà les enfants qui sont les enfants adoptables par les familles belges. Et donc il vérifie parmi ces enfants. Et puis après, je demande un deuxième contrôle des autorités congolaises qui nous font un rapport officiel dans lequel ils confirment l'identité des enfants et qu'ils redisent oui, en effet, il y a eu simplement une confusion. On sait aujourd'hui qu'Ania et Thérèse n'étaient pas encore arrivées à l'orphelinat au moment de ces enquêtes. Qui porte alors la responsabilité de ces confusions? Pour l'actuel président du Parlement bruxellois, la justice a déjà répondu à cette question. La vérité judiciaire dit qu'aucune autorité belge n'a fauté et qu'il n'y a eu aucune erreur de la part des autorités belges. Aucune. Ma conviction, c'est que une personne, probablement, a corrompu des autorités là-bas. Probablement. Et probablement, cette personne a permis à ce que des autorités là-bas fassent des faux et qu'il y a eu des mensonges. Probablement. On lui fait le reproche aujourd'hui d'avoir établi un certain nombre de pièces fausses, mais de documents qu'elle n'a pas établis elle-même. Comment faire pour avoir plus de certitude que les autorités au sujet de l'identité des enfants? Je crois que c'est une exigence qui est attendue de Madame Mpemba et à laquelle elle ne peut tout simplement pas répondre. Mais comment votre cliente explique-t-elle que des parents aient reçu pour les uns 3 photos et pour les autres jusqu'à 5 photos différentes? Je n'ai pas d'explication par rapport à ça. Je ne sais pas, très honnêtement, je n'en sais rien. Et Madame Mpemba n'a pas nécessairement la réponse par rapport à cela. Mais alors, y avait-il seulement une seule personne capable d'identifier avec certitude les enfants de l'orphelinat Toumaini? Il semble bien que la réponse soit non. Malgré tout, des adoptions ont été validées à tous les stades de la procédure officielle, au Congo comme en Belgique, tant au niveau communautaire qu'au niveau fédéral. À Kinshasa, nous retrouvons une dernière fois Dieu merci Kitambo sur les marches du palais de justice. Un endroit qu'il évite depuis son arrestation, c'était en 2017. Cette année-là, il accompagnait 2 journalistes belges à Guémena. Au retour, il est poursuivi pour mise en péril de la sécurité de l'État. Je fais 1 année et 8 mois que j'ai resté au cachot enfermé. 1 année et 8 mois. Il y a eu la complicité à tous les niveaux. Il y a eu de hautes personnalités qui étaient impliquées dans l'adoption illégale des enfants congolais en Belgique. Et alors, ils se sentaient gênés parce que c'est eux qui ont eu à légaliser cette adoption. Pour moi, c'était leur façon de me faire taire et de me confrer pendant autant de mois. Dieu merci sera finalement acquitté. Aujourd'hui, il gère sa propre association de lutte contre le trafic humain. L'étape que j'ai parcourue, les arrestations, l'emprisonnement dans des cachots, tout ça, c'était pour avoir les nouvelles de ces enfants. Quand je suis sorti, j'ai continué le combat et maintenant, aujourd'hui, je suis en contact avec les enfants. Pour moi, je dis, bon, là, mon combat, ça a réussi. Nous espérons que ces enfants sont entre de bonnes mains.
Les autres parents qui sont à Guéména, je dirais qu'ils sont abandonnés. Il faut rapprocher ces parents-là. C'est très important. Rapprocher ses parents de ce qui se joue à Bruxelles. Cela passera peut-être par le bureau de cet avocat bruxellois. Il a été mandaté pour les représenter. Le dossier n'aurait eu aucun sens si on n'avait pas la voix de ses parents biologiques. Ça ne se faisait pas. Et pour la première fois, je crois, on a décidé de le faire. L'avocat revient de son second voyage à Guéména, avec des images dans ses bagages. C'est vrai que le procès va commencer maintenant. Il y a un vrai espoir. Je pensais qu'ils allaient être un peu désabusés, mais non, je crois qu'ils ont envie d'y aller. Ils ont confiance aussi dans la famille adoptante, alors qu'ils ne les ont jamais vus, mais ce sont des gens qui font confiance, ils nous font confiance. Si vous voulez avoir des vidéos, royalty, ce sont ces deux sœurs qui sont ici. Mais je crois qu'il faut être assez clair. Je suis aussi leur avocat, donc ça se passe en termes de droit aussi. Je crois qu'il faudra récupérer les droits parce que ces droits, ils les ont. Et alors savoir à quoi ils vont utiliser ces droits. C'est clair, maintenant le temps est passé et il ne faut pas recasser des choses, mais il faut les remettre ensemble. Lors de notre venue à Guéména, nous leur avions demandé comment ils imaginaient l'avenir de leur enfant. La maman de Samira nous avait alors expliqué que sa fille était persuadée qu'elle deviendrait une grande dame. Elle est certaine qu'elle va y arriver et lui adresse des mots bouleversants. J'ai envie de dire à Samira que la maman qui est avec elle là-bas, elle peut la prendre comme moi, sa maman Françoise, qu'elle lui obéisse comme à sa propre mère. Et ce que je voudrais vraiment, c'est que cette deuxième maman me considère comme sa petite sœur. Qu'elle ne voit pas Samira comme une enfant qui a été arrachée illégalement de mes mains, mais qu'elle la considère comme son propre enfant. La maman de Zakietou a choisi, elle, de s'adresser aux autres parents de sa fille, donc de Thérèse. Le message que j'ai envie de leur adresser, c'est merci. Pendant des années, je ne savais pas où était ma fille, j'ai cherché partout. Maintenant, je sais qu'elle habite avec cette dame, j'ai reçu des photos sur lesquelles j'ai pu la voir. Je sais qu'elle étudie aussi grâce à elle. Alors même si pour l'instant, je ne peux pas la voir, je suis confiante, je me dis qu'un jour, on se reverra. À des milliers de kilomètres de là, dans la maison bruxelloise d'Irène et de Sébastien, Thérèse grandit. Non, c'est parce qu'en fait, je voulais lui donner une route et après, ce bout de vie. Aujourd'hui, elle connaît tout de son histoire. Je dois lui donner les moyens pour s'en sortir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pour elle et qu'elle a les moyens de faire face à tout ça même quand on ne sera pas là. Dag meneer, hoe gaat het? Goed, en met u? Dank u, ik mag niet lachen. Alles weer oké? Dat openen we dan maar. Quel est l'intérêt pour Thérèse? Serait-ce son intérêt qu'elle retourne dans un pays dont elle ne parle plus la langue? Serait-ce son intérêt de recasser son identité, puisque son identité a déjà été cassée une fois au moment du vol? Je pense qu'elle a peur. Elle nous dit qu'elle aimerait bien aller là-bas, rencontrer son autre famille, sa famille biologique, mais qu'elle voudrait vraiment rentrer ici. Je pense qu'elle est simplement trop petite pour exactement comprendre l'importance, la gravité de ce qui s'est passé. Avoir été volée comme du bétail va laisser une marque en elle qui est indélébile. Notre famille s'élargit et intègre cet autre côté qui est la famille de notre enfant. C'est premier, deuxième, second et tout. Je me dis que j'ai la chance d'avoir Thérèse à côté. Et cette mère, non. Et n'a rien fait pour qu'elle soit privée de ça.
elle, c'est la peur d'aller là-bas, évidemment. C'est la peur, c'est qu'on l'embête pas ici maintenant. À son âge, avec toutes ces peurs et ces questions de l'inconnu maintenant ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Mais j'avance avec elle par rapport à ça. Moi, mon idéal, c'est qu'effectivement, nos deux familles puissent se reconnaître dans le regard de l'autre. Mais je sais pas, j'accompagnerai ma fille. On verra bien. Le sort de ces enfants se jouera devant le tribunal de la famille. Nul ne sait encore quand. La décision sera prise en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. Enfin, a-t-on envie de dire. Impossible pour nous de clôturer cette enquête sans tenter de retrouver d'autres oubliés de cette affaire, les enfants de l'orphelinat Tumaini. Étonnamment, c'est en suivant cette musique que nous allons trouver la réponse. Comme vous savez, aujourd'hui, comme nous le faisons plusieurs fois durant l'année, eh bien, aujourd'hui nous avons notre repas humanitaire pour notre orphelinat à Kinshasa. Et je remercie déjà chacun d'entre vous qui est inscrit et qui participait à ce repas humanitaire encore aujourd'hui. Notre préoccupation, c'est l'éducation de ces enfants. C'est surtout que ces enfants ne retournent pas à la rue et qu'ils aient un avenir en Afrique. Avec vous ce matin. Et cette pensée, c'est que Dieu est le Père des orphelins. Depuis 2017, l'année où Julienne Mpemba est placée en détention préventive, c'est cette communauté religieuse d'Andenne qui soutient financièrement l'orphelinat Tumaini. Tout tourne autour de l'action judiciaire, mais il n'y a aucun intérêt autour des enfants qui, eux, sont encore dans l'orphelinat. Personne n'y pense, personne n'a un regard posé sur ces enfants-là. Et donc ces enfants vont être abandonnés totalement. On raconte ici que, privés de tout apport financier, des enfants seraient morts de faim. Alors on a donc décidé d'agir vite, sans trop se poser de questions. Pour nous, le principal, c'est juste de savoir qu'on a la chance de pouvoir s'occuper d'un orphelinat. Finalement, ce qu'il y a autour, tout ce qui a été médiatisé, tout ce qui s'est peut-être réellement passé, pour nous, ça n'a pas vraiment d'importance, en fait. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, ces enfants sont entre de bonnes mains et on essaye de faire de notre mieux pour qu'ils puissent avoir un avenir. Donc, finalement, tout ce qui est négatif autour nous importe peu. Au travers de cet écran, nous découvrons pour la première fois les images de l'orphelinat Tumaini aujourd'hui et le sourire de celle qui s'en occupe désormais. Est-ce que tu peux montrer les 3 derniers enfants qui sont arrivés, Mimi? Ils sont là, les 3 derniers enfants. Ils sont là. Oh. De retour à Kinshasa, nous allons nous rendre à cet orphelinat. Fini les visites et les voitures officielles. Cette fois, on ne peut y accéder qu'en enfonçant les pieds dans la boue. Bonjour, ça va bien? Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez entrer. Merci. Au milieu de ces pièces plus que rudimentaires, Mimi nous accueille et nous guide. C'est elle qui s'occupe de ses enfants depuis les ennuis judiciaires de celle qu'elle appelle Tantine Julienne. Tous ensemble. Oui, tous ensemble. Tantine Julienne m'a donné les enfants, mais elle m'a donné les protocoles d'accord. Parce que là-bas, il paraît, on lui a dit, il faut laisser l'orphelinat. Il m'a envoyé les protocoles d'accord, mandaté chez son avocat. Je peux vous montrer. Le voilà, ce fameux protocole, où on peut lire que Julienne Mpemba lui cède définitivement Tumaini. Mimi récupère alors 16 enfants abandonnés à leur sort. Moi, je récupère les enfants parce que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les enfants et j'avais pitié parce qu'il n'y avait personne.
Mais moi, je vois les enfants comme ça, je les reberge, je les éduque à ce qu'ils grandissent et qu'ils soient les responsables. Vous voyez? Nous apprenons alors que 2 enfants de l'ancien orphelinat ont été récupérés par leurs parents. Ils n'étaient donc pas orphelins. Les autres, Mimi ignore leur histoire. Ils n'avaient aucun dossier avec eux. Non, je n'avais pas les lettres de placement. On m'a donné seulement la lettre que maman Mimi a pris les enfants, c'est tout. Et signé aussi à la commune. Et ça, par contre, personne ne vous demande jamais? Il n'y a personne qui me demande. Il n'y a personne. Vous vous accueillez? Nous nous accueillons seulement. Et c'est tout? C'est tout. Nous repartons avec les images de ces enfants livrés à la seule bonne volonté affichée de cette femme qui, pas plus que nous, ne peut dire si des parents les attendent quelque part. Son inquiétude aujourd'hui, trouver un autre endroit car le bail arrive à échéance. Et puis, il y a aussi cette rumeur qui prétend que Julienne Mpemba aurait manifesté son intention de reprendre l'orphelinat et les enfants.